Comme annoncé dans les titres, nous sommes à 11 jours de la grande compétition de la Confédération africaine de football, la CAN Égypte 2019, qui sera à sa 32e édition et qui va regrouper pour la première fois 24 équipes. La Guinée est qualifiée à cette joute continentale. Le Sili national joue sa 12e phase finale. La Guinée n'a jamais remporté ce trophée. Sa meilleure performance est une finale qui remonte à 1976. À l'époque, le Sili avait perdu face au Maroc. Voici le parcours historique du Sili national de Guinée de 1976 à 2017 dans ce commentaire que nous signe Moussa Campos Souma. L'équipe nationale de football de Guinée au Sili national est cette équipe qui représente la Guinée dans les compétitions internationales de football. Coupe du monde, 0 participation. Coupe des confédérations, 0 participation. Une seule participation aux Jeux olympiques. 5 fois vainqueur de la Coupe amicale Cabral 1981, 1982, 1987, 1998, 2005 et finaliste en 1989. Le Sili national de Guinée a été finaliste lors de la CAN 1976 en Éthiopie. L'équipe de Guinée termina première du groupe avec 2 victoires contre l'Ouganda, 2-1, et l'Éthiopie 2-1 et un match nul contre l'Égypte 1-1. Au tour final, elle termina deuxième derrière le Maroc avec 2 matchs nuls contre le Nigeria 1-1 et le Maroc 1-1. Et une victoire sur l'Égypte 4-2. Cette participation du Sili national constitue la meilleure performance de la Guinée. Après 1976, la Guinée retrouve la CAN en 1994 en Tunisie, avec la nouvelle génération composée de Titi Camara, Pablo Thiam, Mohamed Silla Socrates, Salam So, Abdul Karim Bangora Kabe, Suleiman Woulare, Saliou Diallo. Mais avec 2 défaites dès le premier tour contre le Sénégal et le Ghana, elle fut éliminée. L'on se rappelle à la CAN 1996 en Afrique du Sud, le Nigeria a été qualifié, mais a déclaré forfait avant le début de la compétition. La Guinée a sollicité un remplacement, mais les dirigeants d'alors ont refusé pour manque de préparation. À la CAN 1998 au Burkina Faso, le Sili national est éliminé dès le premier tour et il est disqualifié par la FIFA pour la CAN 2002 et la Coupe du Monde 2002 car la Fédération guinéenne de football fut suspendue à cause d'interférences politiques. Tous les résultats des sélections sont annulés. À la CAN 2004 en Tunisie, le Sili national est éliminé en quart de finale par le Mali, 1-2, malgré l'ouverture du score de Pascal Fendeno. La Guinée retrouve encore la CAN 2006. En Égypte, l'une de ses meilleures performances sous la houlette de l'homme à la crâne rasée, le coach Patrice Deveux. Au premier tour, le Sili avait battu tous ses adversaires, l'Afrique du Sud, la Zambie et la Tunisie, premier de son groupe, mais la Guinée est éliminée en quart de finale par le Sénégal le 3 à la CAN 2008 au Ghana. La Guinée est présente, elle termine second du groupe mais tombe sur une équipe ivoirienne très en forme à secondi en quart de finale le 3 février 2008, 5-0, plus large défaite de son histoire. À la CAN 2010 en Angola, la Guinée est absente. La CAN suivante en 2012 au Gabon, le Sili national est présent. Au terrain de Franceville, lors de son premier match, le Mali bat la Guinée. Elle se rattrape contre le Botswana 6-1, devenant ainsi le premier à marquer 6 buts dans une rencontre de la CAN. Le Sili national fait match nul 1-1 contre le Ghana et quitte le tournoi dès les phases de groupe. En 2013, en Afrique du Sud, la Guinée est absente, mais elle se qualifie en 2015 en Guinée équatoriale. Au premier tour, après 3 matchs nuls 1-1 respectivement contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mali, le Sili national de Guinée et le Mali partagent les mêmes points et le tirage au sort porte chance à la Guinée et se qualifie pour les quarts de finale. Au tour suivant, le Sili national est éliminé par le Ghana 3-0 et quitte le tournoi. En 2017, au Gabon, la Guinée est absente à la CAN à cause des rififis qui ont secoué la FEGIFOOT et qui est dissoute même par la FIFA. Sur le continent, une brève en images, un nouveau massacre a été perpétré au Mali dans la soirée du dimanche 9 mai. Cette fois, c'est dans un village d'Ogon de la commune de Sanga. Une centaine de personnes ont été tuées. Le maire de Sanga a confié à des journalistes que 95 corps calcinés ont été retrouvés. Pour le moment, un bilan qui, selon lui, pourrait augmenter. Il a également fait état d'une vingtaine de disparus. De son côté, le ministère malien de la Défense a confirmé la découverte de 95 corps et annoncé que 19 personnes étaient portées disparues. Les assaillants ont mis le feu au village et ont abattu
tous ceux qui essayaient de sortir des habitations, a précisé le maire de Sanga. Le village est en grande partie détruit, a-t-il déclaré à nos confrères de France 24. Successeur désigné de l'homme fort du Kazakhstan, Kassim Joma Tokaï, a été officiellement élu président avec 70,8% des voix. Le jour des élections a été marqué par d'importantes manifestations. Suivez. Sa victoire ne faisait guère de doute puisqu'il était soutenu par l'ex-président Nursultan Nazarbayev qui a dirigé sans partage le Kazakhstan depuis son indépendance en 1991. Le président élu est un diplomate de carrière de 66 ans qui a notamment occupé le poste de directeur général du siège européen des Nations Unies à Genève du printemps 2011 à l'automne 2013. Nursultan Nazarbayev a annoncé sa démission à la surprise générale en mars, conservant toutefois des fonctions clés dans le système politique kazakh. Kassim Joma Tokaïev a obtenu 70,13% des voix selon les sondages réalisés à la sortie des urnes par l'Institut Opinion Publique. Son plus proche rival, Amirzan Kosanov, en a obtenu 15,39%, ce qui est le meilleur score jamais réalisé par un opposant dans une élection présidentielle kazakh. Le taux de participation s'est établi à 77,4% selon la Commission électorale centrale. Mais ce scrutin a surtout été marqué par d'importantes manifestations à travers le pays, les protestataires appelant au boycott d'une élection qu'ils estimaient jouée d'avance. Et puis, pour clore ce journal, l'hommage est à la mesure du drame. Plusieurs milliers de personnes se rassemblent pour saluer la mémoire des 3 sauveteurs de la SNSM morts vendredi en portant secours à un chalutier en détresse au large des sables d'Olonne. Suivez. Les yeux embués de larmes et des fleurs à la main, des personnes de tous âges, originaires des sables d'Olonne ou venues de plus loin, se sont recueillies lors d'une marche silencieuse. Ils y sont allés, quoi. Enfin, on savait tous que la mer était déchaînée à cette heure-là et ils y sont allés au risque de leur vie. Voilà, ils ont perdu la vie. Durant la marche qui a duré 1 heure, des applaudissements ont résonné au passage de la centaine de sauveteurs de la SNSM, tous vêtus en orange. Le cortège, sans prise de parole, s'est dirigé vers la plage de Tanché, d'où l'épave de Jacques Morisseau avait été retirée. Il travaillait dans une petite boîte, il faisait mécanicien moteur bateau justement, et il avait passé des examens pour devenir justement sauveteur en SNSM. Il n'y en avait que 2 au courant, c'était ma femme et moi. Bon, après il a pris son engagement, bon, comme volontaire bien sûr, et respect là-dessus. Mais bon, entre guillemets, paix à son âme. Voici comment s'achève cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.